Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'Assemblée nationale redoute une partition du Cameroun telle que projetée le 1er octobre 2017 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces mouvements sécessionnistes anglophones ont provoqué ce mardi une réunion de crise du bureau élargi de la Chambre basse du Parlement. Et selon son président Kava Yegué-Djibril, les députés conviés à cette réunion de crise ont à l'unanimité dénoncé ces manœuvres séparatistes, condamné ces violences survenues dans les principales villes du nord-ouest et du sud-ouest. Ces parlementaires lancent eux aussi un appel au dialogue pour résoudre dans l'urgence la crise sociopolitique anglophone, laquelle a fait ressurgir un vif débat sur la forme de l'État au Cameroun, entre le fédéralisme et l'État unitaire décentralisé. Quel est le système de gouvernance susceptible d'améliorer le développement économique, social et politique du Cameroun? L'opposition et le RDPC, parti au pouvoir, s'affrontent à coups d'arguments sur les braises ardentes de la crise anglophone dans ce journal. Autre titre phare de cette édition du 20h, le logement universitaire dévoile sa face cachée, sa promiscuité pour de nombreux étudiants camerounais contraints de partager des espaces exigus, invivables et insalubres, pourtant des espaces qui sont loués à prix d'or, sous le regard silencieux des autorités administratives. C'est l'enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une réunion de crise du bureau de l'Assemblée nationale s'est tenue ce mardi matin à Yaoundé. La rencontre était élargie aux députés porte-parole des partis politiques non représentés au bureau de l'Assemblée nationale. Selon un communiqué du président Kava Yegué-Djibril, des députés RDPC, porte-parole des élus des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont également pris part à cette réunion de crise. Ils ont déploré et condamné avec la dernière énergie les actes de violence et de vandalisme perpétrés dans les villes de Bamenda, Buea et Douala. Ils dénoncent également une tentative de partition du Cameroun, telle que projetée le 1er octobre 2017, selon un communiqué signé du président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué-Djibril. Dans ce communiqué, ils réaffirment leur attachement à un Cameroun dans le cadre d'un État unitaire, décentralisé, un et indivisible. Il recommande ces parlementaires au gouvernement de prendre ses responsabilités face aux fauteurs de troubles, d'où qu'ils viennent, afin que les actes soient punis. Ces parlementaires de l'Assemblée nationale s'engagent également à barrer la voie à toute tentative de déstabilisation. Ils invitent le peuple camerounais à plus de retenue, de vigilance et au calme. Ils lancent eux aussi un appel au dialogue, à la retenue et au bon sens. Un communiqué signé du président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué-Djibril. Ces mouvements de protestation dans les régions anglophones ont suscité cette sortie du bureau élargi de l'Assemblée nationale, et des acteurs politiques s'expriment depuis plusieurs jours sur l'escalade de violence survenue dans les villes de Bamenda, Buea, mais aussi d'autres villes des régions anglophones, et le débat a aussi ressurgi sur la forme de l'État au Cameroun, entre l'État unitaire décentralisé et le fédéralisme. Quel est le système de gouvernance susceptible d'améliorer davantage le quotidien des Camerounais sur le plan social, économique et politique? L'opposition et des militants du parti au pouvoir croisent leurs regards et leurs arguments dans ce reportage de Kate Diarra. Avec la radicalisation apparente de certains manifestants, la crise anglophone prend une nouvelle coloration, abandonnant quelquefois les sentiers infructueux des marches dans les rues pour se tourner vers des casses, des violences physiques et aujourd'hui des explosions. Un état de choses que les acteurs de la politique au Cameroun déplorent. Nous condamnons avec la dernière énergie toute forme de déstabilisation de notre nation, que ce soit du pouvoir comme de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous condamnons fermement cela. Il faut lutter contre le terrorisme. Et je l'ai dit, quelle que puisse être la façade derrière laquelle il se cache. Qui se cache sous le nom de AFD, Ambazonia Defense Forces,
Dès que c'est du terrorisme, on n'en veut pas. Tandis que les acteurs du parti au pouvoir parlent de la montée en puissance du terrorisme chez les manifestants. Depuis les revendications des activistes, même cachés, l'État a concédé plusieurs parties. Mais citez-moi donc une concession que les activistes ont faite. Ils ne font que demander. Maintenant, ils posent des bombes. Moi, j'avance, hein. Ça ressemble à ce qu'on appelle dans tous les pays, dans tous les continents, des actes terroristes. Dans l'opposition, les revendications revêtent une coloration mitigée, tantôt comprise, tantôt fustigée. La façon avec laquelle ces revendications ont été gérées ont donné la priorité à l'aile sécessionniste de prendre les devants sur ceux qui étaient modérés. Est-ce à dire que tous ces gens-là sont pour le terrorisme? Pour tuer des gens innocents? Pour mettre des bombes partout où il y a des populations? Pour compter les morts? Moi je dis, s'ils ne sont, ce ne sont plus mes concitoyens. Ce sont mes ennemis. Ils seront d'un camp, moi je serai de l'autre. Parce que je ne peux pas m'associer à des gens qui veulent tuer. Peu importe l'explication qui est donnée, la conclusion reste la même partout, pas de terrorisme au Cameroun. La voie de la communication est choisie comme traitement à cette maladie dénommée violence. Mais pour cela, l'arrivée de nouveaux acteurs est brandie comme condition sine qua non, les anciens ayant démontré leurs limites. Il faut un retour urgent. Car de ces risques élevés d'embrasement de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons scruté toute la planète à la recherche du chef de l'État du Cameroun. Après son discours à la tribune des Nations Unies, Paul Biya s'est-il confiné dans une tour d'ivoire méconnue de l'opinion nationale? Son absence, son silence inquiètent plus d'un en ces heures troubles de la vie nationale. Explication avec Éric Martial Ndiomo. De nombreux Camerounais se demandent où est passé leur chef de l'État après son intervention à la tribune de la 72e Assemblée Générale des Nations Unies. La plupart des dirigeants du monde présents à cette rencontre ont à ce jour regagné leur pays. Dans le cas du Cameroun, l'on a été habitué à ce que le président de la République prenne une autre destination les années antérieures après ses prises de parole devant cette tribune. Aucune information officielle n'est donnée sur sa destination aujourd'hui après New York, mais l'interrogation pour ces analystes politiques camerounais, c'est celle de savoir si le président Paul Biya peut procéder comme par le passé. À l'observation, le contexte sociopolitique exige un retour immédiat du numéro 1 camerounais. Les marches de protestation dans les partis anglophones du Cameroun quelques heures avant sa prise de parole vendredi dernier, les explosions de bombes posées par des mains criminelles à Bamenda et Douala, et surtout l'approche de la date du 1er octobre 2017, avec en fond de nombreuses manifestations projetées dans les partis anglophones du Cameroun. Ses plus proches collaborateurs avancent souvent comme rhétorique pour minimiser ses absences le fait que le chef de l'État travaille partout où il se trouve dans le monde. À cela, beaucoup opposent le fait qu'ailleurs, les chefs d'État hors de leur pays, au moment de la survenance de certains faits graves, rappliquent immédiatement pour prendre la situation en main. Les exemples sont légion. Le Cameroun traverse aujourd'hui l'une de ses plus graves crises sociales depuis son indépendance. Pendant ce temps, la commission de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a rencontré le Premier ministre pour discuter de sa stratégie d'évaluation de l'utilisation des deux langues officielles dans les administrations publiques. Et Peter Mafani Moussongé a profité de l'occasion pour lui aussi s'exprimer sur cette radicalisation de la crise anglophone. Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est un périple qui se poursuit, celui de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. Au Premier ministère, la Commission y voit le lieu par excellence pour impulser ses actions. Le chef du gouvernement a un grand rôle à jouer dans la coordination de l'action gouvernementale. C'est ici qu'on prépare les politiques publiques que le gouvernement voudrait faire appliquer. En matière de bilinguisme, par exemple, il est dit que tous les services publics, toute l'administration doit appliquer les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne, par exemple, les deux langues. Il s'agira, entre autres, de s'assurer du respect des dispositions
constitutionnelle. Nous allons donc vérifier si ça s'applique réellement dans les ministères et dans les administrations, dans les entreprises publiques, tel que spécifié dans les décrets d'organisation de ma commission. On va faire des rapports et au président de la République, au Premier ministre, pour indiquer ce qu'on a trouvé, pour qu'on puisse, par exemple, prendre les actions correctives. Face à la crise anglophone qui prend de l'ampleur sur le terrain, la Commission suggère une piste de réflexion. Nous insistons beaucoup sur le vivre ensemble. Si on doit vivre ensemble, on doit être tolérant, on doit accepter d'autres, ainsi de suite. Et leur donner, par exemple, ce dont ils ont besoin. Alors, je crois que ça se tient au niveau plus haut, ce n'est pas au niveau de la Commission. En attendant de voir la suite réservée à cette suggestion, la Commission se console déjà de la collaboration acquise du Premier ministère. La réunion que nous avons eue ici aujourd'hui, ça nous a beaucoup édifié et nous savons que désormais, nous avons la collaboration franche qui va exister entre notre commission et les services du Premier ministre et le gouvernement. Pour les prochains jours, il faudra donc s'habituer au regard vigilant, voire inquisiteur, de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sur la marche du Cameroun. Toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone, Maître Akbor Mbala et d'autres acteurs de cette contestation anglophone ont profité d'une messe d'action de grâce pour réaffirmer leur volonté à lutter contre l'injustice sociale et politique dans le cadre de cette crise anglophone. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissaye. 25 jours après leur libération de prison, l'avocat Akbor Mbala et 11 ex-détenus remercient le Seigneur à travers une messe d'action de grâce. Tenue à l'église presbytérienne du Cameroun à Boya, cette messe est ici célébrée par le pasteur Eko Manfred. Parents, amis, sympathisants et hommes politiques se sont joints à ces derniers pour rendre grâce au Tout-Puissant d'avoir préservé leur vie durant 8 mois d'incarcération. L'avocat Akbor Mbala profite de l'occasion pour réaffirmer sa volonté et sa détermination à combattre l'injustice au Cameroun. Aujourd'hui, nous voyons l'ampleur que prend la résistance à travers tout le pays. Je crois que combattre l'injustice et la marginalisation au Cameroun est un droit. Et c'est le moment de le faire. Je puis vous le rassurer, je me battrai jusqu'à la dernière énergie pour que nous ayons un pays de qualité, que tout le monde soit respecté et les droits des anglophones protégés et défendus. Leurs proches ne manquent pas d'exprimer leur joie. Ce n'est pas facile d'aller dans cet endroit et de revenir. Je sais de quoi je parle. Nous sommes venus remercier Dieu dans cette église qu'il a toujours soutenue depuis son incarcération. Une célébration eucharistique, riche en sons et en couleurs. Je vous le disais en titre, le logement universitaire dévoile sa promiscuité et sa surenchère pour de nombreux étudiants camerounais pauvres contraints de se partager un espace exigu, insalubre et invivable. Pourtant, ces espaces sont loués à prix d'or sous le regard silencieux des autorités. Reportage Mitterrandam et Gladys Sidier. Des étudiants se disputent des habitats de fortune où règne promiscuité et insécurité. Arnaud Otaxa partage sa chambre avec 2 de ses camarades. Une chambre bâtie sur 3 mètres sur 4, séparée par un contreplaqué. Je paye 25 000 francs la mensualité, dans un contrat de 12 mois, donc 300 000 l'année. On comprend, chacun dicte sa loi, les bailleurs dictent leur loi. Il n'y a pas de seuil, quoi. Il n'y a pas une grande valeur pour décrire une chambre telle qui puisse avoir la valeur de 25 000, 30, 50 000. Chacun fixe ça selon sa valeur. Et compte tenu qu'ils savent que pendant le début de l'année académique, les étudiants cherchent des chambres. La demande est assez importante, donc chacun élève le prix selon sa convenance. Compte tenu de la rareté des chambres,
Ils disent être obligés de prendre ce qu'on leur propose, et ce malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Que c'est très difficile de vivre comme étudiant, surtout ici à Douala et surtout aux environs de l'université. Mais généralement, on n'a pas le choix parce qu'on veut être très proche de l'école. On a les problèmes d'humidité. Par exemple, nous avons encore la dalle, il y a des chambres qui coulent. Les conditions qu'ils vous disent dès le départ ne sont pas ce qu'ils font en cours d'année. Généralement, ils vous disent, vous avez de l'eau, mais vous vous retrouvez à patienter 2-3 mois sans eau, les factures d'électricité qui ne sont pas faciles à gérer. On paye soit pour 10 mois, soit pour 1 an. Tout dépend des exigences du bailleur, le plus souvent indiscutable. Vous allez payer pratiquement un an avant de vous loger. Et les cautions à déposer, ça dépend aussi de chaque bailleur. Il va vous dire, vous allez peut-être donner 20, 30, 35 000 de caution, les frais d'électricité à part, les frais d'eau à part. Depuis la fermeture de la cité universitaire de Douala il y a plusieurs années pour cause de réfection, les étudiants broient du noir. Le gouvernement n'a pas peut-être les moyens de recaser tous les étudiants du Cameroun, au moins d'encadrer le mécanisme d'acquisition des chambres et homologuer des prix, c'est-à-dire de faire un standard qui permet à ce que lorsque on veut s'acquérir une chambre, qu'on sache également quel est le standard, le confort qui attend la personne. Je demanderais au gouvernement de pouvoir faire plus de cités universitaires pour les étudiants, de plus aménager d'espaces universitaires comme les cités universitaires, comme on le voit par le passé, et de pouvoir régulariser le secteur de la location, les cités aux alentours des zones universitaires. La colocation se présente pour plusieurs comme l'unique solution pour résoudre le problème de logement. La cote d'alerte et atteinte des bâtiments menace de s'écrouler sur des enseignants et des élèves de l'école publique de Bamongoum, située dans le département de la Mifi, malgré les risques de chute mortelle des blocs de terre. Sur des enfants, les pouvoirs publics traînent le pas pour améliorer le cadre éducatif dans cet établissement scolaire public. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Une piste de campagne vers une école primaire. Dans la cour, des tout petits jouent de quelques minutes les prolongations d'une récréation. Tous curieux de savoir ce que vient faire une équipe de télévision à l'école publique de Bamongoum-Chefferie, oubliée au milieu d'une broussaille. Travaillant dans des cabanes anciennes à l'ère de la modernité, les élèves de la CIL et du cours préparatoire sont les plus mal lotis dans ces salles de classe en terre battue, amortis par le temps sous les méfaits des intempéries. Quand il pleut, les enfants ne peuvent pas être à l'aise en salle de classe car ils chuintent de temps en temps sur les enfants. Et quand il pleut, les maîtresses sont obligées de cesser avec les cours parce qu'elles ne sauraient être mouillées pendant que la pluie est en train d'arroser les enfants. Le chef de cet établissement a dû transférer les élèves de la CIL et du préparatoire dans une salle attenante. Et celle-ci aussi, elle est tellement aussi délabrée comme l'autre, mais mieux par rapport à celle de l'année dernière. Quand il pleut, les élèves sont obligés de se déplacer. Et puis on est obligé comme ça d'interrompre le cours parce qu'il pleut. Les toitures sont perforées un peu de partout. Tremblant comme une feuille morte pour la sécurité des enfants à la moindre pluie tombante, cette enseignante dit redouter parfois le pire dans ce bâtiment presque en ruine. Notre plus grosse crainte, c'est par rapport au mur là qui est incliné. On a peur que d'un moment à l'autre, ce mur peut tomber sur les enfants ou bien sur l'enseignant. De la toiture au sol poussiéreux, portes et fenêtres relèvent d'une époque coloniale. Et à la nuit tombée ou pendant le week-end, le bureau du directeur est souvent cambriolé. Des vandales sèment aussi la pagaille, donnant du fil à retordre aux enseignants. Chaque matin, quand nous arrivons avec les fenêtres délabrées, comme vous-même vous voyez, nous retrouvons qu'on a déféqué partout, sur la table, sur les bancs. On est obligé maintenant, on a même déféqué, on essuie le tableau avec. Nous sommes obligés maintenant de laver et ce n'est pas facile. Donc c'est vraiment pénible pour nous ici, là. Ici, les commodités d'usage se résument à un forage à sécher et une toilette pour toute l'école. Pas si surprenant pour des élèves pris de court
de se soulager dans la nature. Nous avons le problème de les enfants, les difficultés. Les enfants apportent l'eau chaque matin. Les toilettes sont là, mais elles ne sont vraiment pas suffisantes pour notre grande école. Parce que plus de 200 enfants, si les enfants ont les mêmes besoins, vous voyez qu'ils ne peuvent pas vraiment se mettre à l'aise comme il le faut. La mairie a certes offert un bâtiment à l'école publique de Bamougoum-Chefferie, mais elle manque d'enseignants qualifiés. Plusieurs maîtres des parents sont recrutés, mais jettent aussitôt l'éponge pour un minable salaire de 15 000 francs que peine à payer l'association des parents d'élèves. Tout en reconnaissant ces énormes sacrifices consentis dans la construction et la rénovation des écoles dans la MIFI, élèves et enseignants de cette école ont tous la main tendue vers Sylvestre Ngouchingue, une élite du coin. Même les élites de tout Bamougoum de pouvoir lancer un regard vers l'école phare de Bamougoum qui est l'école de la chefferie. L'école de la chefferie est l'une des écoles où elle devait briller par les enseignants, c'est-à-dire avoir des bons enseignants, avoir des beaux bâtiments, voire même avoir un antenne scolaire bien entouré. En dépit de toutes ces conditions de travail pénibles, le directeur de l'école publique de Bamougoum-Chefferie fait vivre aux reporters sur ce parcours le calvaire de plus de la moitié de ses élèves et enseignants. À la fin de la piste carrossable, nous entamons une longue marche dans la broussaille, découvrant la piste où élèves et enseignants faufilent au quotidien, sous la rosée matinale de ces hautes herbes, sur près de 3 km pour rallier l'école. Le gros danger qui les guette sur ce passage, des risques d'agression et de noyade sur ce pont de fortune. Les difficultés des élèves et des enseignants de l'école publique de Bamougoum ne concernent pas seulement les infrastructures et leur cadre de vie. Leur grand calvaire, c'est surtout ce pont qu'il faut traverser en saison de pluie. Un peu plus loin, ils doivent se déchausser les pieds dans l'eau pour traverser le pont au risque d'être emportés par les eaux. Depuis le pont de l'école publique de Bamougoum, Dallas Chana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest, sur Equinox Télévision. Elles sont nombreuses, ces populations qui vivent la peur au ventre en Sam, ce quartier où se trouvent les installations de la société camerounaise de dépôt pétrolier à Yaoundé. Certes, il n'y a aucune maison d'habitation à moins de 200 mètres du périmètre de sécurité de la SCDP, mais les populations craignent des éventuels risques d'incendie et d'explosion à l'image de cette catastrophe meurtrière vécue il y a une quinzaine d'années dans ce quartier. C'est un grand reportage signé Élisée Borba et Marcelin Gansop. En contrebas de la base aérienne 101 de Yaoundé se trouve le site abritant la société camerounaise de dépôt pétrolier. Nous sommes au quartier Sam, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Vu à partir de la base aérienne, difficile d'imaginer qu'il y a des maisons d'habitation tout autour du site. Aussi entreprenons-nous d'aller voir de plus près. À première vue, l'on ne mesure pas la proximité entre ce site et les maisons d'habitation. Il faut s'en approcher pour constater que tout autour, il y a de la vie. L'accès au dépôt SCDP de Sam est facile. Il est cerné de part et d'autre par une route bitumée à laquelle il faut ajouter le canal d'évacuation des eaux du Fundi qui est encore en pleine construction. Ce canal constitue d'ailleurs une limite naturelle entre le périmètre de sécurité construit par la SCDP et les maisons d'habitation situées tout autour du site. Ici vivent plusieurs familles dont les membres ont du mal à fermer l'œil, malgré les assurances données par les responsables de la SCDP. Je viens juste d'aménager ici derrière la SCDP. Et bon, vu ce qui s'est passé, on a souvent peur de dormir ici, mais bon, c'est la vie. On n'a pas pu trouver mieux ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Si on trouve mieux ailleurs, plus tard on va quitter. C'est Dieu qui nous protège, c'est tout. Des familles courageuses qui sont obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ont-elles seulement le choix dans un contexte où l'accès au logement n'est pas une mince affaire? Quand la mort arrive, même si tu es même après 2 km, aujourd'hui quand Dieu dit que tu vas partir, est-ce qu'on a peur de la mort? On est né pour mourir, non? Non, on peut toujours quitter. Quand le jour que bon, quand tu vois que l'endroit, si tu ne te sens pas bien à l'aise, bon, tu peux aller toujours continuer à chercher ailleurs. Pour l'instant, on est encore là. Compte tenu de l'environnement,
les travaux qu'ils sont en train de faire là, ça nous rassure au niveau de la sécurité. Parce que vu d'abord un peu la distance entre nous et puis les dépôts pétroliers là, mais seulement nous n'avons pas encore eu le contact avec les gens de la SCDP qui sont venus nous rassurer, soit de quelque sécurité que ce soit. Approché, le chef du dépôt SCDP de Sam nous renseigne que des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des personnes qui ont élu domicile tout autour du site. En plus de la construction d'un périmètre de sécurité qui s'étend sur plus de 17 hectares. Nous sommes à environ 200 mètres de la clôture de la SCDP. En dehors du stade qui est juste derrière nous, on peut remarquer que les premières maisons d'habitation sont bien loin de la clôture. On peut compter 200 à 300 mètres. En plus, poursuit notre source, la SCDP a entrepris depuis 2014 un réajustement des équipements de sécurité afin de minimiser les risques d'incendie et d'explosion. C'est ainsi que des détecteurs de vapeur et d'hydrocarbures ont été installés pour signaler toute évaporation ou tout écoulement d'hydrocarbures. Des mesures de sécurité qui rassurent les populations riveraines, lesquelles ont encore en mémoire la catastrophe de Sam du 14 février 1998. Nous savons qu'à peu près le gouvernement avait pris les mesures. Parce qu'en expulsant les gens, on envoie les gens un peu distants de la SCDP. Si normalement ils trouvaient que ce n'était pas normal que nous puissions, ils devaient nous dire normalement peut-être de repousser encore un peu loin. Le fait normalement qu'ils acceptent que nous restions aussi, ça veut dire que normalement ils savent déjà que les mesures de sécurité sont un peu acceptables pour que nous puissions vivre ici. Mais il n'y a qu'une source située dans les environs, étancher régulièrement la soif des riverains et les aider également pour les tâches de lessive et de vaisselle. Aucun incident n'a encore été signalé, mais son aménagement mettrait définitivement les populations à l'abri de toute surprise. Oui, c'est très important l'eau que vous voyez là. Il faut qu'on doit prendre soin sur ça. Il y a aussi les gens qui ne pouvaient pas avoir ces forces pour payer la Sénèc. L'occasion comme ça, si vous pouvez nous aider, même l'État peut nous aider à cette occasion, si on pouvait travailler sur ça, pour consommer ce dossier-là. C'est très important. Et je me dis que ça dépasse même l'eau de la Sénèc. Nous, on a besoin de parler au gouvernement, mais grâce à vous. En parcourant le périmètre de la SCDP au quartier Sam, force est de constater que ni les établissements de commerce, encore moins les garages et autres laveries, n'ont aucunement pignon sur rue. Comme quoi l'on a compris ici que prévenir vaut mieux que guérir. Après la catastrophe de 1998, les pouvoirs publics ont tiré les leçons en demandant aux populations installées tout autour de la SCDP d'aller voir ailleurs. Du coup, les risques sont minimums, mais il n'en demeure pas moins que quelques personnes sont encore restées sur le site. Des mesures de sécurité, dit-on, sont prises pour parer à toute éventualité. Ici, le site de la SCDP au quartier Sam à Yaoundé. Élisée Borba, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Et quelle est la réalité dans la capitale économique du Cameroun? La production du gaz effectuée en plein cœur de Douala menace également la vie des populations résidentes dans la zone industrielle de Bassa. Des environnementalistes tirent la sonnette d'alarme sur la faible maîtrise de tous les risques liés aux activités de cet établissement classé dangereux. Les populations ressentent déjà les premiers effets négatifs de leur proximité avec cette entreprise de production du gaz. Cependant, l'entreprise concernée estime qu'elle a mis sur pied un processus de protection de l'environnement, mais aussi une méthode de sécurité. Des précisions avec Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué. Le danger est permanent aux encablures du complexe à gaz 6 Andokpassi 2 dans l'arrondissement de Douala 3e. Les populations riveraines expriment ces risques en termes d'inhalation de produits toxiques, mais très loin d'une probable attaque terroriste. Oui, nous sommes au courant. Je suis au courant qu'il y a eu une explosion au niveau de la barrière de la SCDP. Le site de gaz d'Andokpassi est gardé par le BI. Nous avons un mal par moment que nous ressentons de gaz qui sent. Et ça nous étouffe. Nos yeux sont fatigués et on ne sait pas vraiment ce que ça se passe. Et depuis que nous vivons ici depuis 30 ans, on ne sait pas. De loin, l'on aperçoit une flamme qui brûle au-dessus du long du tube sur le site du complexe à gaz. Une flamme qui donne parfois des sueurs froides aux riverains. Mais il y a quelques 2 jours,
où cette flamme se projetait encore de l'autre côté, en ligne, rampante. Bon, après ça s'éteint, l'autre jour ça a un peu duré, ça s'éteint aux environs peut-être de 20 heures. Mais comme je n'avais pas suivi, on dit que peut-être les sapeurs-pompiers sont venus pour l'intervention. La présence des habitations et des personnes à proximité des zones hautement sensibles à Douala est totalement prohibée. On ne doit pas accepter que les populations vivent autour d'une zone industrielle. Parce que les risques sont très élevés. Aujourd'hui, vous avez des maladies dont on ne peut pas déceler les symptômes, tout simplement parce que les populations inspirent, inhalent des gaz, des fumées qui contiennent des produits cancérigènes, des substances très dangereuses, mais qu'on ne peut pas déceler à l'hôpital. En Ndokpassi 2, l'on est néanmoins conscient des risques, mais les populations parlent des promesses non tenues des pouvoirs publics qui les maintiennent encore sur place. Il y a certains qui ont le terrain qui ne sont pas encore indemnisés, c'est ceux qui avaient le terrain dedans. Ils attendent encore. C'est pas la fois passée on a eu avec le préfet. Là, à quoi? Il veut dire attendre jusqu'à présent on attend. Le scénario que l'on observe tout autour du complexe à gaz de Ndokpassi 2 est semblable à celui de la zone industrielle de Bassa, où les populations vaquent à leurs occupations en toute ignorance des risques auxquels elles sont exposées. Il y a des études qui ont été faites démontrer que toutes les populations qui vivent tout autour sont exposées au mercure, qui est un métaux lourd très dangereux. Il y a aussi des analyses de sol qui ont démontré que de l'eau qui sort du sol dans ces zones industrielles-là est impropre à la consommation. Il y a donc urgence à ce que les cas des occupations anarchiques des zones à risque à Douala soient pris à bras le corps par les pouvoirs publics avant qu'il ne soit trop tard. Et ces zones industrielles, établissements classés dangereux, sites stratégiques, sont également vulnérables au regard de la montée de l'insécurité dans les principales villes du Cameroun. On en parle en deuxième partie de ce journal avec un expert des questions de sûreté et chercheur associé dans une grande école de management située à Paris. Jean-Philippe Fondop Nana est l'invité de la deuxième partie de ce journal. Mais avant, l'escale internationale, N'Djamena qui appelle Washington à reconsidérer sa décision d'inscrire le Tchad dans la liste noire des pays désormais interdits d'accès sur le sol américain. Des précisions avec Hervé Kemier dans ce reportage. Le Tchad a été intégré dimanche à la liste des pays visés par le décret migratoire de Donald Trump pour des manquements à la sécurité sur les voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Pourtant, le Tchad, qui est ainsi pointé du doigt, est selon le décret un partenaire important et de valeur pour le contre-terrorisme. Le décret note la présence sur le sol tchadien de différents groupes djihadistes comme le groupe État islamique Boko Haram ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. N'Djamena ne partage pas de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme. Les mesures de restriction sont différentes selon les pays. Tous les citoyens de Corée du Nord et du Tchad sont interdits d'accès au territoire américain, alors que l'interdiction se limite aux membres d'une longue liste d'instances gouvernementales vénézuéliennes et leurs familles. Le décret migratoire de Donald Trump, qui est déjà attaqué par les pays ciblés, entrera en vigueur le 18 octobre prochain. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau un expert des questions de sûreté, chercheur associé dans une école supérieure de management à Paris. Il est camerounais, Jean-Philippe Fondop Nana. Bonsoir. Bonsoir, M. Noufélé, et merci pour l'invitation. Vous avez suivi cette resurgence des actes de criminalité dans les principales villes du Cameroun, à Bamenda, à Boya, à Bamenda où il y a des explosions de bombes artisanales, à Douala où des explosions sont survenues sur le site d'une entreprise stratégique, la SCDP, également à l'extrême nord. Qu'est-ce qui explique cette vulnérabilité du Cameroun face à cette menace d'insécurité et d'explosion sur des sites stratégiques? Ok, merci M. Noufélé de me donner l'occasion de réagir sur votre plateau. Alors pour dire que le Cameroun effectivement reste un pays encore très vulnérable. Ce qui se passe, c'est que du fait de la vulnérabilité encore importante, des malveillants profitent pour s'introduire dans les sites stratégiques.
Comment s'explique cette vulnérabilité? Quel est le visage de cette vulnérabilité du Cameroun? Simplement le fait que les sites stratégiques ne sont pas assez protégés. Le Cameroun, jusqu'ici, à mon sens, dépense énormément dans la sécurité et dans, je vais dire, l'intervention. Et on met très peu de moyens dans la prévention. Je pense qu'il est temps que le Cameroun mette un peu plus d'argent, un peu plus de temps et de moyens dans la prévention, de manière à ce que des actes illicites n'arrivent pas tout le temps. Alors vous parlez de sites stratégiques. Il y a eu par exemple cette explosion survenue sur les emprises de la SCDP à Douala. Comment analysez-vous l'environnement dans lequel se trouve cette entreprise et comment cette situation a-t-elle pu se produire? Bien. Alors tout à l'heure, les reportages passés avant, on parlait beaucoup de sécurité. Je voulais d'abord il fallait qu'on s'arrête sur la notion de sécurité et de sûreté. La sécurité relève des accidents non volontaires. Alors dans cette entreprise, qui est pourtant stratégique, met beaucoup d'argent dans la sécurité. Simplement, cela suppose qu'elle met de l'argent dans les moyens de protection contre les accidents. Je dis bien les accidents de travail, des accidents viennent involontaires. Par contre, nous sommes tous en ce moment en alerte du terrorisme. La sécurité le terrorisme relève de la sûreté. Cette société devrait, en plus des dispositifs de sécurité, mettre en place des dispositifs de sûreté. Et pour le cas de Douala, tout simplement, on peut être surpris ce que elle annonce d'avoir mis beaucoup d'argent dans la sécurité. Et rien que, je dis, une simple faille dans un mur, un petit trou, a permis aux vandales de s'introduire dans cette société stratégique. Croyez-moi, M. Nouflé, ça fait quand même peur. Alors, quelles sont les observations et les failles, autres failles que vous avez relevées dans le dispositif préventif dans une capitale économique comme Douala, qui vit, elle aussi, cette menace terroriste plus ou moins proche? Bien, écoutez, il ne faut pas prêter le flanc aux malveillants. Je dis bien que la sûreté relève des actes de malveillance, c'est des actes volontaires, des gens qui veulent expressément s'attaquer à un site stratégique. Et ce que je veux dire, c'est que la première chose que j'observe à Douala, c'est l'éclairage public. Ça, je l'ai dit, Douala n'est pas assez bien éclairé. Qui est responsable de l'éclairage public? Allons savoir après. L'éclairage public, les zones de vagabondage des sites stratégiques sont très souvent obstruées. Pour parler de la SCDP, on a remarqué que la barrière, si vous voulez, la barrière limitrophe était encombrée de bananiers, de bananeraies. C'est pas possible. On ne peut pas concevoir qu'une site stratégique mette une barrière en place qui n'est même pas active. C'est une barrière, vraiment, à la limite, c'est simplement dissuasif. Donc, je pense que, et ils le savent très bien, la sûreté relève des normes. Il y a des normes qui vont être mises en place. On a un type de barrières qu'on va mettre en place pour un site aussi stratégique. Des barrières agressives, des barrières dissuasives et agressives. Elle n'est pas agressive, cette barrière. Et d'autre part, quand vous obstruez un site comme ça a été fait, vous l'encombrez. Et en plus de l'obscurité, les malveillants ont le temps de venir s'infiltrer dans le site. Or, vous mettez la sécurité que vous voulez. Si les gens s'infiltrent dans le site, s'il y a une intrusion dans le site, ils peuvent attaquer le site. On doit éviter, empêcher les intrusions sur les sites. Justement, vous parlez d'éclairage public. Maintenant, sur le plan des forces de sécurité qui effectuent les patrouilles dans les villes, est-ce que c'est suffisant la stratégie globale mise en place par les forces de sécurité, par les forces de police et la gendarmerie pour pouvoir sillonner dans la ville autour de ces sites stratégiques? Ok. Écoutez, je voudrais comprendre les choses globalement. Il faut commencer par... Je pense qu'il faut prendre les choses d'abord d'en haut. On devrait avoir une organisation au plan national à 3 niveaux. Lesquels? Au niveau du top management, de l'État du Cameroun, il est temps que l'État prenne ses responsabilités et mue sa vision, je vous dis encore, vers un peu plus de sûreté. C'est la bonne décision au niveau de l'État. Ça suppose quoi? Ça suppose simplement de décentraliser encore plus de pouvoir de sûreté aux régions et de donner un moyen aux régions de pouvoir mettre en place des dispositifs de sûreté. Je veux pas dire de pouvoir inciter à la collaboration des populations. Faites attention parce qu'on parle beaucoup de groupes de vigilance ici et là. On en parle beaucoup là, de vigilance et tout ça. C'est pas suffisant. Justement, il y a des comités de vigilance, par exemple, à l'extrême nord, qui jouent un rôle assez important, selon le gouvernement, dans le fait qu'on réussit à détecter certaines bombes humaines qui viennent se faire exploser dans les marchés ou autres lieux de rassemblement. Est-ce que ces comités de vigilance répondent justement à ce dispositif préventif visant à lutter, à prévenir et lutter contre les actes terroristes? Oui, c'est déjà un pas de fait, mais c'est pas assez. C'est louable. De toute façon,
La vigilance suppose la veille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller plus loin que la vigilance et inciter à la collaboration de la population. Quand on parle de dialogue social, par exemple, je ne dirais pas dialogue, je dirais plutôt de processus ou de procédure dialogiste. Parce que de toute façon, c'est comme ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'on parle de quelle crise ailleurs? Est-ce qu'on parle de crise de collaboration ou de crise de cohésion sociale? On parle tous ici de la raison, je veux dire, de la crise anglophone. C'est un problème de cohésion sociale. C'est simplement que les gens ne veulent pas se mettre ensemble pour vivre ensemble dans une certaine unité, une certaine diversité culturelle. Mais on peut régler la chose autrement, en passant par une collaboration sociale. Je veux dire, si on met les gens ensemble, si on réussit à motiver les gens pour qu'ensemble ils prennent en compte l'intérêt socio-économique que représente la région où ils vivent, l'environnement, je pense qu'ils vont s'impliquer plus à la chose. Alors justement, la ville de Douala a des zones où il y a beaucoup d'agressions, de grand banditisme. Les forces de l'ordre à chaque fois appellent les populations à collaborer, à dénoncer, mais on a le sentiment qu'il y a une sorte de rupture entre les populations qui vivent cette insécurité et les forces de l'ordre chargées de lutter contre ce fléau-là. Comment résoudre ce problème? Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas concrètement dans le cadre du dispositif préventif? C'est un problème de pédagogie. Je pense que l'approche, vous savez, je voulais proposer une chose, il va falloir qu'à un moment donné, qu'au Cameroun, on ait, en plus de la police, j'allais dire du côté répressif de nos forces, des forces armées, des forces de police, qui est un côté éducatif. Et je pense à la police municipale, par exemple. C'est très facile à comprendre. Vous avez vu, à Douala, de plus en plus, on a des parkings payants, on a des gens, des préposés, on a plus de municipales qui passent partout, qui s'oublient les 20 km tout le reste. Je pense qu'on peut donner plus de pouvoir, plus de possibilités à ces gens, et cette police est capable de se rapprocher de la population et d'avoir une approche plus éducative que la frappe. Je pense qu'il va falloir équilibrer les choses. L'image qu'ont les Camerounais de la police, c'est une image d'abord de répression. Il va falloir corriger cette image. Que la population comprenne que la police est d'abord là pour les aider, qu'il y a une police d'éducation, une police de sensibilisation. En ce moment, le discours s'est mieux pris et je pense qu'il n'y a pas ça mieux. Donc il y a une problème d'éducation, de pédagogie, d'approche. Justement, alors comment justement mettre sur pied cette stratégie de sensibilisation à la fois des populations, mais aussi des autorités en charge de la sécurité de ces populations dans ce contexte où il y a une menace terroriste qui plane sur les principales villes du Cameroun? Le Cameroun a un avantage, je pense qu'il va falloir s'appuyer dessus, c'est la décentralisation. Depuis que les municipalités ont pris du pouvoir, je pense qu'elles ont les moyens de faire des choses. Je vais citer simplement la cellule QHSE. Dans les municipalités, on parle de la cellule QHSE. Quand vous avez monté une affaire, qu'est-ce qu'elle fait cette cellule? Elle vient sur place, fait l'audit et vous fait des propositions par rapport à protéger l'environnement. Il faut préciser que c'est la méthode qualité, hygiène, sécurité, ce qui vise justement à veiller au respect des normes dans ces 4 domaines. Oui. Alors comment est-ce que cet aspect, ce domaine de la commune peut jouer un rôle dans la sûreté dans une ville comme Écoutez, on dit bien qualité, hygiène, sécurité, environnement, sûreté. Je pense qu'il va falloir simplement renforcer les capacités, je vais dire, d'action sur le plan sûreté. Quand vous avez le titre de site dangereux stratégique, je pense que c'est un site stratégique. Plutôt que de venir demander aux gens de mettre des poubelles uniquement, de nettoyer les alentours, comme ils disent, il faut aller plus loin. On peut leur donner des moyens de percevoir les risques, les failles de sûreté, je veux dire, les risques de vulnérabilité et de conseiller, par rapport à un cahier de charge, des procédures à mettre en place. Ça se fait et c'est faisable. Merci. Je vais ajouter une chose qui est importante. Je vous en prie, en quelques mots. Oui. Les sociétés de sécurité privée aussi doivent jouer un rôle important dans cette affaire. J'ai remarqué au Cameroun, les sociétés de sécurité privée embauchent des gens sans les former suffisamment. Je pense que la formation de ces gars, ce n'est pas des formations sportives uniquement. Il va falloir peut-être qu'on arrive, comme dans les pays développés, à avoir des formations qualifiantes, comme les SIAP 1. Le SIAP, c'est quoi? C'est le service à l'incendie et à dire aux personnes attaquées. Je pense que c'est le minimum qu'un gardien doit pouvoir avoir, être capable de lutter contre l'incendie et de secourir. Merci Jean-Philippe Nana. Je rappelle que vous êtes expert des questions de sûreté et chercheur associé dans une grande école de management située à Paris dans le cadre des recherches sur la sûreté maritime. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Ce soir, l'émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.
Monsieur, bonsoir. Vous écoutez votre météo de ce mercredi 25. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'Assemblée nationale redoute une partition du Cameroun telle que projetée le 1er octobre 2017 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces mouvements sécessionnistes anglophones ont provoqué ce mardi une réunion de crise du bureau élargi de la Chambre basse du Parlement. Et selon son président Kavaye Guédibril, les députés conviés à cette réunion de crise ont à l'unanimité dénoncé ces manœuvres séparatistes, condamné ces violences survenues dans les principales villes du nord-ouest et du sud-ouest. Ces parlementaires lancent eux aussi un appel au dialogue pour résoudre dans l'urgence la crise sociopolitique anglophone, laquelle a fait ressurgir un vif débat sur la forme de l'État au Cameroun, entre le fédéralisme et l'État unitaire décentralisé. Quel est le système de gouvernance susceptible d'améliorer le développement économique, social et politique du Cameroun? L'opposition et le RDPC, parti au pouvoir, s'affrontent à coups d'arguments sur les braises ardentes de la crise anglophone dans ce journal. Autre titre phare de cette édition du 20h, le logement universitaire dévoile sa face cachée, sa promiscuité pour de nombreux étudiants camerounais contraints de partager des espaces exigus, invivables et insalubres, pourtant des espaces qui sont loués à prix d'or, sous le regard silencieux des autorités administratives. C'est l'enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une réunion de crise du bureau de l'Assemblée nationale s'est tenue ce mardi matin à Yaoundé. La rencontre était élargie aux députés porte-parole des partis politiques non représentés au bureau de l'Assemblée nationale. Selon un communiqué du président Kavaye Guédibril, des députés RDPC, porte-parole des élus des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont également pris part à cette réunion de crise. Ils ont déploré et condamné avec la dernière énergie les actes de violence et de vandalisme perpétrés dans les villes de Bamenda, Buea et Douala. Ils dénoncent également une tentative de partition du Cameroun, telle que projetée le 1er octobre 2017, selon un communiqué signé du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril. Dans ce communiqué, ils réaffirment leur attachement à un Cameroun dans le cadre d'un État unitaire, décentralisé, un et indivisible. Il recommande ces parlementaires au gouvernement de prendre ses responsabilités face aux fauteurs de troubles, d'où qu'ils viennent, afin que les actes soient punis. Ces parlementaires de l'Assemblée nationale s'engagent également à barrer la voie à toute tentative de déstabilisation. Ils invitent le peuple camerounais à plus de retenue, de vigilance et au calme. Ils lancent eux aussi un appel au dialogue, à la retenue et au bon sens. Un communiqué signé du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril. Ces mouvements de protestation dans les régions anglophones ont suscité cette sortie du bureau élargi de l'Assemblée nationale. Et des acteurs politiques s'expriment depuis plusieurs jours sur l'escalade de violence survenue dans les villes de Bamenda, Buea, mais aussi d'autres villes des régions anglophones. Et le débat a aussi ressurgi sur la forme de l'État au Cameroun, entre l'État unitaire décentralisé et le fédéralisme. Quel est le système de gouvernance susceptible d'améliorer davantage le quotidien des Camerounais sur le plan social, économique et politique? L'opposition et des militants du parti au pouvoir croisent leurs regards et leurs arguments dans ce reportage de Kate Diarra. Avec la radicalisation apparente de certains manifestants, la crise anglophone prend une nouvelle coloration, abandonnant quelquefois les sentiers infructueux des marches dans les rues pour se tourner vers des casses, des violences physiques et aujourd'hui des explosions. Un état de choses que les acteurs de la politique au Cameroun déplorent. Nous condamnons avec la dernière énergie toute forme de déstabilisation de notre nation, que ce soit du pouvoir comme de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous condamnons fermement cela. Il faut lutter
contre le terrorisme. Et je l'ai dit, quelle que puisse être la façade derrière laquelle il se cache. Qui se cache sous le nom de AFD, Amazonia Defense Forces. Dès que c'est du terrorisme, on n'en veut pas. Tandis que les acteurs du parti au pouvoir parlent de la montée en puissance du terrorisme chez les manifestants. Depuis les revendications des activistes, même cachés, l'État a concédé plusieurs bases. Mais citez-moi donc une concession que les activistes ont faite. Ils ne font que demander. Maintenant, ils posent des bombes. Moi, j'avance, hein. Ça ressemble à ce qu'on appelle dans tous les pays, dans tous les continents, des actes terroristes. Dans l'opposition, les revendications revêtent une coloration mitigée, tantôt comprise, tantôt fustigée. La façon avec laquelle ces revendications ont été gérées ont donné la priorité à l'aile sécessionniste de prendre les devants sur ceux qui étaient modérés. Est-ce à dire que tous ces gens-là sont pour le terrorisme? Pour tuer des gens innocents? Pour mettre des bombes partout où il y a des populations? Pour compter les morts? Moi je dis, s'ils le sont, ce ne sont plus mes concitoyens. Ce sont mes ennemis. Ils seront d'un camp, moi je serai de l'autre. Parce que je ne peux pas m'associer à des gens qui veulent tuer. Peu importe l'explication qui est donnée, la conclusion reste la même partout, pas de terrorisme au Cameroun. La voie de la communication est choisie comme traitement à cette maladie dénommée violence. Mais pour cela, l'arrivée de nouveaux acteurs est brandie comme condition sine qua non, les anciens ayant démontré leurs limites. Il faut un retour urgent. Car de ces risques élevés d'embrasement de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons scruté toute la planète à la recherche du chef de l'État du Cameroun. Après son discours à la tribune des Nations Unies, Paul Biya s'est-il confiné dans une tour d'ivoire méconnue de l'opinion nationale? Son absence, son silence inquiètent plus d'un en ces heures troubles de la vie nationale. Explication avec Éric Martial Ndiomo. De nombreux Camerounais se demandent où est passé leur chef de l'État après son intervention à la tribune de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. La plupart des dirigeants du monde présents à cette rencontre ont à ce jour regagné leur pays. Dans le cas du Cameroun, l'on a été habitué à ce que le président de la République prenne une autre destination les années antérieures après ses prises de parole devant cette tribune. Aucune information officielle n'est donnée sur sa destination aujourd'hui après New York, mais l'interrogation pour ces analystes politiques camerounais, c'est celle de savoir si le président Paul Biya peut procéder comme par le passé. À l'observation, le contexte sociopolitique exige un retour immédiat du numéro 1 camerounais. Les marches de protestation dans les partis anglophones du Cameroun quelques heures avant sa prise de parole vendredi dernier, les explosions de bombes posées par des mains criminelles à Bamenda et Douala, et surtout l'approche de la date du 1er octobre 2017 avec en fond de nombreuses manifestations projetées dans les partis anglophones du Cameroun. Ses plus proches collaborateurs avancent souvent comme rhétorique pour minimiser ses absences le fait que le chef de l'État travaille partout où il se trouve dans le monde. À cela, beaucoup opposent le fait qu'ailleurs, les chefs d'État hors de leur pays, au moment de la survenance de certains faits graves, rappliquent immédiatement pour prendre la situation en main. Les exemples sont légion. Le Cameroun traverse aujourd'hui l'une de ses plus graves crises sociales depuis son indépendance. Pendant ce temps, la commission de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a rencontré le Premier ministre pour discuter de sa stratégie d'évaluation de l'utilisation des deux langues officielles dans les administrations publiques. Et Peter Mafani Moussongé a profité de l'occasion pour lui aussi s'exprimer sur cette radicalisation de la crise anglophone. Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est un périple qui se poursuit, celui de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. Au Premier ministère, la Commission y voit le lieu par excellence pour impulser ses actions. Le chef du gouvernement a un grand rôle à jouer dans la coordination de l'action gouvernementale. C'est ici qu'on prépare les politiques publiques que le gouvernement voudrait faire appliquer. En matière de bilinguisme, par exemple, il est dit que
tous les services publics, toute l'administration doit appliquer les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne par exemple les 2 langues. Il s'agira entre autres de s'assurer du respect des dispositions constitutionnelles. Nous allons donc vérifier si ça s'applique réellement dans les ministères et dans les administrations, dans les entreprises publiques, tel que spécifié dans les décrets d'organisation de ma commission. On va faire des rapports et au président de la République, au Premier ministre, pour indiquer ce qu'on a trouvé, pour qu'on puisse, par exemple, prendre les actions correctives. Face à la crise anglophone qui prend de l'ampleur sur le terrain, la Commission suggère une piste de réflexion. Nous insistons beaucoup sur le vivre ensemble. Si on doit vivre ensemble, on doit être tolérant, on doit accepter d'autres, ainsi de suite. Et leur donner, par exemple, ce dont ils ont besoin. Alors, je crois que ça se tient au niveau plus haut, c'est pas au niveau de la Commission. En attendant de voir la suite réservée à cette suggestion, la Commission se console déjà de la collaboration acquise du Premier ministère. La réunion que nous avons eue ici aujourd'hui, ça nous a beaucoup édifié et nous savons que désormais, nous avons la collaboration franche qui va exister entre notre commission et les services du Premier ministre et le gouvernement. Pour les prochains jours, il faudra donc s'habituer au regard vigilant, voire inquisiteur, de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sur la marche du Cameroun. Toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone, Maître Akbor Mbala et d'autres acteurs de cette contestation anglophone ont profité d'une messe d'action de grâce pour réaffirmer leur volonté à lutter contre l'injustice sociale et politique dans le cadre de cette crise anglophone. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissaye. 25 jours après leur libération de prison, l'avocat Akbor Mbala et 11 ex-détenus remercient le Seigneur à travers une messe d'action de grâce. Tenue à l'église presbytérienne du Cameroun à Boya, cette messe est ici célébrée par le pasteur Eko Manfred. Parents, amis, sympathisants et hommes politiques se sont joints à ces derniers pour rendre grâce au Tout-Puissant d'avoir préservé leur vie durant 8 mois d'incarcération. L'avocat Akbor Mbala profite de l'occasion pour réaffirmer sa volonté et sa détermination à combattre l'injustice au Cameroun. Aujourd'hui, nous voyons l'ampleur que prend la résistance à travers tout le pays. Je crois que combattre l'injustice et la marginalisation au Cameroun est un droit. Et c'est le moment de le faire. Je puis vous le rassurer, je me battrai jusqu'à la dernière énergie pour que nous ayons un pays de qualité, que tout le monde soit respecté et les droits des anglophones protégés et défendus. Leurs proches ne manquent pas d'exprimer leur joie. Ce n'est pas facile d'aller dans cet endroit et de revenir. Je sais de quoi je parle. Nous sommes venus remercier Dieu dans cette église qu'il a toujours soutenue depuis son incarcération. Une célébration eucharistique, riche en sons et en couleurs. Je vous le disais en titre, le logement universitaire dévoile sa promiscuité et sa surenchère pour de nombreux étudiants camerounais pauvres contraints de se partager un espace exigu, insalubre et invivable. Pourtant, ces espaces sont loués à prix d'or sous le regard silencieux des autorités. Reportage Mitterrandam et Gladys Sidier. Des étudiants se disputent des habitats de fortune où règne promiscuité et insécurité. Arnaud Otaxa partage sa chambre avec 2 de ses camarades. Une chambre bâtie sur 3 mètres sur 4, séparée par un contreplaqué. Je paye 25 000 francs la mensualité, dont un contrat de 12 mois, dont 300 000 l'année. On comprend, mais chacun dicte sa loi, les bailleurs dictent leur loi. Il n'y a pas de seuil, quoi. Il n'y a pas une grande variété pour décrire une chambre telle qui peut avoir la valeur de 25 000, 30, 50 000. Chacun fixe ça selon sa valeur. Et compte tenu qu'ils savent que pendant le début de l'année académique, les étudiants cherchent des chambres
La demande est assez importante, donc chacun élève le prix selon sa convenance. Compte tenu de la rareté des chambres, ils disent être obligés de prendre ce qu'on leur propose, et ce malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est très difficile de vivre comme étudiant, surtout ici à Douala et surtout aux environs de l'université. Mais généralement, on n'a pas le choix parce qu'on veut être très proche de l'école. On a les problèmes d'humidité. Par exemple, nous avons encore la dalle, il y a des chambres qui coulent. Les conditions qu'ils vous disent dès le départ ne sont pas ce qu'ils font en cours d'année. Généralement, ils vous disent, vous avez de l'eau, mais vous vous retrouvez à patienter 2-3 mois sans eau, les factures d'électricité qui ne sont pas faciles à gérer. On paye soit pour 10 mois, soit pour 1 an. Tout dépend des exigences du bailleur, le plus souvent indiscutable. Vous allez payer pratiquement un an avant de vous loger. Et les cautions à déposer, ça dépend aussi de chaque bailleur. Il va vous dire, vous allez peut-être donner 20, 30, 35 000 de caution, les frais d'électricité à part, les frais d'eau à part. Depuis la fermeture de la cité universitaire de Douala il y a plusieurs années pour cause de réfection, les étudiants broient du noir. Le gouvernement n'a pas peut-être les moyens de recaser tous les étudiants du Cameroun, au moins d'encadrer le mécanisme d'acquisition des chambres et homologuer des prix, c'est-à-dire de faire un standard qui permet à ce que lorsque on veut s'acquérir une chambre, qu'on sache également quel est le standard, le confort qui attend la personne. Je demanderais au gouvernement de pouvoir faire plus de cités universitaires pour étudiants, de plus aménager d'espaces universitaires comme les cités universitaires, comme on le voit par le passé, et de pouvoir régulariser le secteur de la location, les cités aux alentours des zones universitaires. La colocation se présente pour plusieurs comme l'unique solution pour résoudre le problème de logement. La cote d'alerte et atteinte des bâtiments menace de s'écrouler sur des enseignants et des élèves de l'école publique de Bamongoum, située dans le département de la Mifi, malgré les risques de chute mortelle des blocs de terre. Qu'il y a des maisons d'habitation tout autour du site. Aussi entreprenons-nous d'aller voir de plus près. À première vue, l'on ne mesure pas la proximité entre ce site et les maisons d'habitation. Il faut s'en approcher pour constater que tout autour, il y a de la vie. L'accès au dépôt SCDP de Sam est facile. Il est cerné de part et d'autre par une route bitumée à laquelle il faut ajouter le canal d'évacuation des eaux du Fundi qui est encore en pleine construction. Ce canal constitue d'ailleurs une limite naturelle entre le périmètre de sécurité construit par la SCDP et les maisons d'habitation situées tout autour du site. Ici vivent plusieurs familles dont les membres ont du mal à fermer l'œil, malgré les assurances données par les responsables de la SCDP. Je viens juste d'aménager ici derrière la SCDP. Et bon, vu ce qui s'est passé, on a souvent peur de dormir ici, mais bon, c'est la vie. On n'a pas pu trouver mieux ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Si on trouve mieux ailleurs, plus tard on va quitter. C'est Dieu qui nous protège, c'est tout. Des familles courageuses qui sont obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ont-elles seulement le choix dans un contexte où l'accès au logement n'est pas une mince affaire? Quand la mort arrive, même si tu es même après 2 km, aujourd'hui quand Dieu dit que tu vas partir, est-ce qu'on a peur de la mort? On est né pour mourir, non? Non, on peut toujours quitter. Quand le jour que bon, quand tu vois que l'endroit si tu ne te sens pas bien à l'aise, bon, tu peux aller toujours continuer à chercher ailleurs. Ah, pour l'instant, on est encore là. Compte tenu de l'environnement et les travaux qu'ils sont en train de faire là, ça nous rassure au niveau de la sécurité. Parce que vu d'abord un peu la distance entre nous et puis les dépôts pétroliers là, mais seulement nous n'avons pas encore eu le contact avec les gens de la SCDP qui sont venus nous rassurer, soit de quelque sécurité que ce soit. Approché, le chef du dépôt SCDP de Sam nous renseigne que des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des personnes qui ont élu domicile tout autour du site. En plus de la construction d'un périmètre de sécurité qui s'étend sur plus de 17 hectares. Nous sommes à environ 200 mètres de la clôture de la SCDP. En dehors du stade qui est juste derrière nous,
on peut remarquer que les premières maisons d'habitation sont bien loin de la clôture. On peut compter 200 à 300 mètres. En plus, poursuit notre source, la SCDP a entrepris depuis 2014 un réajustement des équipements de sécurité afin de minimiser les risques d'incendie et d'explosion. C'est ainsi que des détecteurs de vapeur et d'hydrocarbures ont été installés pour signaler toute évaporation ou tout écoulement d'hydrocarbures. Des mesures de sécurité qui rassurent les populations riveraines, lesquelles ont encore en mémoire la catastrophe de Sam du 14 février 1998. Nous savons qu'à peu près le gouvernement avait pris les mesures. Parce qu'en expulsant les gens, on envoyait les gens un peu distants de la SCDP. Si normalement ils trouvaient que ce n'était pas normal que nous puissions, ils devaient nous dire normalement peut-être de repousser encore un peu loin. Le fait normalement qu'ils acceptent que nous restions ici, ça veut dire que normalement ils savent déjà que les mesures de sécurité sont un peu acceptables pour que nous puissions vivre ici. Mais il n'y a qu'une source située dans les environs, étancher régulièrement la soif des riverains et les aider également pour les tâches de lessive et de vaisselle. Aucun incident n'a encore été signalé, mais son aménagement mettrait définitivement les populations à l'abri de toute surprise. Oui, c'est très important l'eau que vous voyez là. Il faut qu'on doit prendre soin de ça. Il y a aussi les gens qui ne pouvaient pas avoir ces forces pour payer la Sénèque. L'occasion comme ça, si vous pouvez nous aider, même l'État peut nous aider à cette occasion si on pouvait travailler sur ça pour consommer ce dossier-là. C'est très important. Et je me dis que ça dépasse même l'eau de la Sénèque. Nous, on a besoin de parler au gouvernement, mais grâce à vous. En parcourant le périmètre de la SCDP au quartier Sam, force est de constater que ni les établissements de commerce, encore moins les garages et autres laveries, n'ont aucunement pignon sur rue. Comme quoi l'on a compris ici que prévenir vaut mieux que guérir. Après la catastrophe de 1998, les pouvoirs publics ont tiré les leçons en demandant aux populations installées tout autour de la SCDP d'aller voir ailleurs. Du coup, les risques sont minimums, mais il n'en demeure pas moins que quelques personnes sont encore restées sur le site. Des mesures de sécurité, dit-on, sont prises pour parer à toute éventualité. Ici, le site de la SCDP au quartier Sam à Yaoundé. Élisée Borba, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Et quelle est la réalité dans la capitale économique du Cameroun? La production du gaz effectuée en plein cœur de Douala menace également la vie des populations résidentes dans la zone industrielle de Bassa. Des environnementalistes tirent la sonnette d'alarme sur la faible maîtrise de tous les risques liés aux activités de cet établissement classé dangereux. Les populations ressentent déjà les premiers effets négatifs de leur proximité avec cette entreprise de production du gaz. Cependant, l'entreprise concernée estime qu'elle a mis sur pied un processus de protection sur des enfants. Les pouvoirs publics traînent le pas pour améliorer le cadre éducatif dans cet établissement scolaire public. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Une piste de campagne vers une école primaire. Dans la cour, des tout petits jouent de quelques minutes les prolongations d'une récréation. Tous curieux de savoir ce que vient faire une équipe de télévision à l'école publique de Bamougoum Cheferi, oubliée au milieu d'une broussaille. Travaillant dans des cabanes anciennes à l'ère de la modernité, les élèves de la CIL et du cours préparatoire sont les plus mal lotis dans ces salles de classe en terre battue, amorties par le temps sous les méfaits des intempéries. Quand il pleut, les enfants ne peuvent pas être à l'aise en salle de classe car ils chuintent de temps en temps sur les enfants. Et quand il pleut, les maîtresses sont obligées de cesser avec les cours parce qu'elles ne sauraient être mouillées pendant que la pluie est en train d'arroser les enfants. Le chef de cet établissement a dû transférer les élèves de la CIL et du préparatoire dans une salle attenante. Et celle-ci aussi, elle est tellement aussi délabrée comme l'autre, mais mieux par rapport à celle de l'année dernière. Quand il pleut, les élèves sont obligés de se déplacer. Et puis on est obligé comme ça d'interrompre le cours parce qu'il pleut. Les toitures sont perforées un peu de partout. Tremblant comme une feuille morte pour la sécurité des enfants à la moindre pluie tombante, cette enseignante dit redouter parfois le pire dans ce bâtiment presque en ruine. Notre plus grosse crainte, c'est par rapport au mur là qui est incliné. On a peur que d'un moment à l'autre,
Et ce mur peut tomber sur les enfants ou bien sur l'enseignant. De la toiture au sol poussiéreux, portes et fenêtres relèvent d'une époque coloniale. Et à la nuit tombée ou pendant le week-end, le bureau du directeur est souvent cambriolé. Des vandales sèment aussi la pagaille, donnant du fil à retordre aux enseignants. Chaque matin, quand nous arrivons avec les fenêtres de la brique, comme vous-même vous voyez, nous retrouvons qu'on a déféqué partout, sur la table, sur les bancs. On est obligé maintenant, on a même déféqué, on essuie le tableau avec. Nous sommes obligés maintenant de laver et ce n'est pas facile. Donc c'est vraiment pénible pour nous ici, là. Ici, les commodités d'usage se résument à un forage à sécher et une toilette pour toute l'école. Pas si surprenant pour des élèves pris de court de se soulager dans la nature. Nous avons le problème de les enfants, les difficultés. Les enfants apportent l'eau chaque matin. Les toilettes sont là, mais elles ne sont vraiment pas suffisantes pour notre grande école. Pour plus de 200 enfants, si les enfants ont le même besoin, vous voyez qu'ils ne peuvent pas vraiment se mettre à l'aise comme il le faut. La mairie a certes offert un bâtiment à l'école publique de Bamougoum-Chefferie, mais elle manque d'enseignants qualifiés. Plusieurs maîtres des parents sont recrutés, mais jettent aussitôt l'éponge pour un minable salaire de 15 000 francs que peine à payer l'association des parents d'élèves. Tout en reconnaissant ces énormes sacrifices consentis dans la construction et la rénovation des écoles dans la MIFI, élèves et enseignants de cette école ont tous la main tendue vers Sylvestre Ngouchingue, une élite du coin. Même les élites de tout Bamougoum de pouvoir lancer un regard vers l'école phare de Bamougoum qui est l'école de la chefferie. L'école de la chefferie est l'une des écoles où elle devait briller par les enseignants, c'est-à-dire avoir des bons enseignants, avoir des beaux bâtiments, voire même avoir un antenne scolaire bien entouré. En dépit de toutes ces conditions de travail pénibles, le directeur de l'école publique de Bamougoum-Chefferie fait vivre aux reporters sur ce parcours le calvaire de plus de la moitié de ses élèves et enseignants. À la fin de la piste carrossable, nous entamons une longue marche dans la broussaille, découvrant la piste où élèves et enseignants faufilent au quotidien, sous la rosée matinale de ces hautes herbes, sur près de 3 km pour rallier l'école. Le gros danger qui les guette sur ce passage, des risques d'agression et de noyade sur ce pont de fortune. Les difficultés des élèves et des enseignants de l'école publique de Bamougoum ne concernent pas seulement les infrastructures et leur cadre de vie. Leur grand calvaire, c'est surtout ce pont qu'il faut traverser en saison de pluie. Un peu plus loin, ils doivent se déchausser les pieds dans l'eau pour traverser le pont au risque d'être emportés par les eaux. Depuis le pont de l'école publique de Bamougoum, Dalla Chana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest, sur Equinox Télévision. Elles sont nombreuses, ces populations qui vivent la peur au ventre en Sam, ce quartier où se trouvent les installations de la société camerounaise de dépôt pétrolier à Yaoundé. Certes, il n'y a aucune maison d'habitation à moins de 200 mètres du périmètre de sécurité de la SCDP, mais les populations craignent des éventuels risques d'incendie et d'explosion à l'image de cette catastrophe meurtrière vécue il y a une quinzaine d'années dans ce quartier. C'est un grand reportage signé Élisée Bogba et Marcelin Gansop. En contrebas de la base aérienne 101 de Yaoundé se trouve le site abritant la société camerounaise de dépôt pétrolier. Nous sommes au quartier Sam, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Vu à partir de la base aérienne, difficile d'imaginer